Aujourd'hui, je suis bien entourée. Je crois que c'est l'occasion de parler de la peur. De qui faut-il se méfier? Je suis avec Ben et avec Jérémy, vous les connaissez déjà. Il paraît. Enfin, on croit. Ça, c'est le début. On passe à l'intro. Alors moi, je voudrais qu'on reparle de la peur avec Jérémy et Ben. Et vu les discussions qu'on a eues un peu avant, je voudrais lâcher la bombe. C'est quoi la peur? Pourquoi ça fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Et en t'écoutant, je pense qu'on va même affiner ça. Finalement, est-ce que c'est plutôt le jeu vidéo ou le bouquin? Ou est-ce que c'est l'absence du jeu vidéo ou du bouquin qui fait peur? Là, tu vois, j'ai envie peut-être que tu nous racontes la creepypasta ou les creepypasta JV que tu évoquais. Mais c'est hyper compliqué en fait comme question, parce que qu'est-ce qui fait peur en fait, tout et rien. Parce que moi par exemple, personnellement, j'ai peur des ascenseurs. Moi je vous dis ça, vous trouvez ça ridicule? Non, je comprends assez bien le côté claustro. Ouais, mais je sais pas, par exemple, ouais, moi j'ai beaucoup d'amis arachnophobe. Moi je trouve ça super fascinant, les exosquelettes, enfin je trouve ça beau, une araignée. Ouais. Alors que l'articulation en soi fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'elle est mécanique et pas fluide. Ouais. Enfin, tu vois, la peur, c'est voilà, ça vient de ton histoire, ça vient de traumatisme, ça vient de ce que tu as mangé. Ouais. Non, mais ce que tu as mangé étant gamin à la télé. Moi, par exemple, il y a des trucs, style. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. Le personnage de Christopher Lloyd dans Roger Rabbit, il est extrêmement effrayant, par exemple. Ouais. Alors que il n'est pas supposé être écrit comme ça, quoi. Je sais pas, voilà, les trentenaires se souviendront tous de Téléchat. Le téléphone qui parle, c'est un traumatisme. C'était une angoisse. Ouais, voilà. Alors que, en même temps, quand tu y penses aujourd'hui, tu te dis, bah non, c'est une. C'est plutôt Voilà, mignon. genre les minicums aussi, peut-être qu'il y avait des trucs qui faisaient peur, je sais pas, tu vois. C'est ce côté uncanny en fait, qui, je pense, fait peur. Donc pour ceux qui savent pas, uncanny, c'est Uncanny Valley en français, c'est genre la vallée de l'étrange, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quand quelque chose se rapproche de quelque chose de connu, de l'humain, mais même pour les araignées, je trouve que ça marche, le côté uncanny aussi. Et c'est en fait, c'est pas suffisamment bien fait, c'est pas suffisamment fluide, où il y a un défaut en fait, qui fait qu'en fait on voit que c'est plastique, mécanique, ce genre de choses, et du coup c'est extrêmement dérangeant. Voilà. Et en fait, ouais, pour moi, le truc du déplacement de l'araignée, ça rappelle un peu ça, justement. C'est hyper marrant parce que finalement, quand tu dis et mécanique et finalement le décalage entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas, donc le Unheimlich chez Freud, enfin des choses de cet ordre-là, c'est exactement les mêmes ressorts que le comique. Absolument, ouais. C'est une tension. Ouais. Après, pour faire un truc un peu bête, la peur, c'est ce qu'on connaît pas en fait. Voilà, ou c'est ce qu'on ne sait pas maîtriser, on ne sait pas appréhender. Du coup, voilà, hein, je pense qu'il y a beaucoup de maux de la société, que ce soit le racisme, l'homophobie, ce genre de choses. Ça peut venir aussi d'une peur et d'une non-compréhension en fait de ce truc-là, parce qu'on n'a pas grandi avec ces codes et que. Et qui vont aller ensuite en refus. Ouais, c'est ça, voilà, en fait, il y a soit une haine, soit une projection de soi-même empathique, qui n'a pas lieu d'être en fait, et où d'un coup, genre, je sais pas, on n'a pas envie, il y a un rejet en fait, qui fait que au départ ça part d'une peur, quoi, d'une incompréhension de quelque chose. Mais alors, dans le cas des creepypasta, qu'est-ce qui fait peur? Bah, ce qui fait peur justement, c'est cette non-traçabilité de l'information, parce que c'est de la fake news en fait, quelque part, la creepypasta, c'est la légende urbaine, et du coup. Peur sur la ville. Avant même de remonter, avant même de parler de creepypasta, dans le milieu de l'animation, moi, aux vacances de la Toussaint, j'ai eu l'occasion de faire écrire des légendes urbaines à un public de 600 ans. C'est top ça quand tu nous as... Ouais, c'était très bien, je les ai, sont là. Il faudrait que je les compile. Et du coup, voilà, moi je leur avais raconté des légendes urbaines que nous on se racontait quand on était plus jeunes et qu'il n'y avait pas internet. Et il y a ce côté, encore plus, avant, tu peux pas remonter la source, quoi. Genre, mon cousin, le meilleur pote de mon cousin connaît un gars dans un lycée qui lui a dit que. Et du coup, voilà, c'est ta source, c'est ça, quoi. Et soit t'y crois pas et tu dis c'est de la merde, mais quand même, en fait, t'as toujours le bénéfice du doute parce que. Il y a quand même 10 de mes potes qui y croient, quoi. Ouais. Pourquoi moi j'y crois pas? Ouais, puis t'as un lien. Même si t'arrives pas à remonter réellement, tu te dis oui, mais et un tel, et un tel, et un tel. Donc t'as et les potes qui y croient, et en même temps, t'as l'impression d'une proximité. Et du coup, tu peux pas remonter le truc. Donc, en fait, le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'aller les vérifier. Sauf que là, on en arrive au concept même basique de la peur animale. La peur, c'est quoi? C'est le danger de mort, tout simplement. C'est le fait d'être. Ton intégrité mentale et physique, en fait, est mis en danger. Et du coup, tu vas pas aller vérifier si effectivement il y a un ours au bout de la rue qui bouffe les enfants, quoi.
Parce que au pire tu le vois, tu meurs. Donc voilà. Et non, puis ça te fait une preuve impossible. C'est ça. Puisque tu peux pas revenir. Mais alors finalement, toi, c'est en dehors des peurs réelles, personnelles, donc l'ascenseur ou d'autres choses, j'ai peur quand je suis suivie. Mes grandes terreurs, c'est vraiment la fusillade dans un lycée et les fusillades de femmes. Ouais. On se demande pourquoi en étant prof et femme. Enfin, donc le jour où un pote m'a envoyé un extrait de film d'une fusillade dans un lycée de filles, j'ai fait une crise de panique. Ouais, tu absolue. Ah, c'était le truc qui croisait Bowling for Columbine et la tuerie de Polytechnique. Mais tu vois, j'étais même pas au courant de ces pratiques. Autant dans les lycées, je savais, autant dans le milieu. C'était un film, c'était pas un fait réel. Ok. Mais oh, écoute, je pourrais lui demander de te l'envoyer, puisque tu le connais aussi, le copain. Coucou Ika. Mais qui s'est excusé platement derrière. En plus, il m'avait envoyé juste après le Bataclan. Enfin, c'était la totale de ce qui allait pas, qui a bien marché. Ouais. Et là, tu vois, quand je mate un film d'horreur, j'ai plus peur après. Tu vois, par exemple, j'adore Shining, je le regarde souvent. Et j'ai pas peur quand je le regarde, j'ai peur quand le soir j'en reparle à Jérémy. Alors moi je suis terrorisé, Shining c'est un super exemple. C'est un des films qui marche le mieux avec moi. Il y a des choses qui me terrorisent, mais en fait mon cursus cinéma me permet de déconstruire en fait. Ce qui fait que je suis moins terrorisé. Parce que par exemple il y a un personnage qui est supposé exprimer de la sympathie, qui est donc le personnage afro-américain qui garde l'hôtel Overlook quoi. En fait, c'est hyper intéressant de s'apercevoir qu'il est toujours filmé en très légère contre-plongée. Ce qui fait qu'en fait, il a des narines démesurées. Et il a en fait ses traits sont très aiguisés en quelque sorte, ouais. Et du coup, en fait, même lui, on n'arrive pas à lui faire confiance. Et ça, c'est des. Il est télépathe, enfin, tu vois, je veux dire ça. Donc ça fait qu'en plus, il est tout le temps en train de surveiller. Et comme tu as un truc dans Shining d'une impression de surveillance permanente, que lui aussi soit en train de surveiller le lycée positivement, est flippant. On a toujours. Enfin, on fait confiance à personne. Et voilà, même ce qui est supposé nous inspirer de la sympathie, ça marche pas. Non, moi, ce qui fonctionne toujours extrêmement bien dans Shining, c'est la symétrie. C'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Et du coup, l'apparition des jumelles, c'est une terreur absolue systématiquement. Je sais qu'à pile poil quand elles vont apparaître, et dès que je les vois, je suis stun, quoi, vraiment pétrifié, quoi. C'est pas leur discours, c'est pas comment elles sont habillées, c'est vraiment cette symétrie, quoi, qui est mise en scène. Parce que la symétrie parfaite n'existe pas. Ouais, c'est bien possible, même si beaucoup de réalisateurs la recherchent. Alors, quand j'étais en première, j'avais participé à l'université d'été en Allemagne, et ouais, je suis dans un truc de théâtre, mais il y avait un truc de mathématiques qui bossait sur la symétrie, et ils avaient justement pris des photos de leur visage pour en faire des trucs symétriques, parfaitement symétriques, c'était extrêmement angoissant comme image, parce que la symétrie parfaite n'existe pas dans la nature, et elle est une abstraction mathématique. Et ça crée un décalage, en fait, les effets de symétrie par rapport à... avec en plus des effets de caméra subjective, de contre-plongée, etc. Chez Kubrick, il y a quand même une belle recherche de symétrie. Dans 2001, par exemple, elle est angoissante aussi, mais on la formalise moins. Parce que de toute façon, on est dans l'espace qui est de toute façon de base angoissant. Hein. Mais ouais, je sais pas, chez certains réalisateurs, ça fonctionne. Alors, il me semble... Enfin, j'ai pas vu la Montagne Sacrée de Jodorowsky. Mais par contre, j'ai vu beaucoup d'images fixes, quoi. Et tout le film est symétrique. Et par contre, là, on est sur une esthétique qui est flamboyante, quoi. Et ça marche très bien. Du coup, je pense aussi que Kubrick a il y a un choix de focale qui fait aussi peut-être que voilà Mais finalement, c'est des symétries horizontales et pas verticales. C'est ça. Et c'est pas l'esthétique classique qu'on peut faire remonter au Parthénon, la beauté apollonienne, grecque. C'est autre chose. C'est autre chose, mais qui peut créer de la peur, mais c'est beaucoup moins, ça a beaucoup moins de soi. Mais quand tu parlais d'absence, pour revenir à ta question initiale, qu'est-ce que parce que je suis pas sûr de bien saisir le sens de la question. L'absence de jeu ou l'absence de livre? Ouais, non, mais c'est-à-dire finalement, là, tu évoquais des cas où il y avait des jeux dont on ne savait pas s'ils étaient des vrais jeux. Ouais. Et qui en soi était aussi angoissant en mode mais qui a fait ça et pourquoi, est-ce que c'est pour faire un buzz? Je sais pas si tu veux réexpliquer cette histoire. Je parlais d'un jeu qui s'appelle Sad Satan, dont je vais traiter sur ma chaîne prochainement. Je mettrai le lien. Et qui est en fait un jeu qui n'existe pas et qui a fait un coup de buzz parce que c'est une chaîne YouTube qui l'a posté au départ. Et le type affirme que c'est pas lui qui a développé le jeu et que ça vient du Deep Web. Alors en fait c'est pareil. Ce qui marche très bien là-dedans, c'est que le Deep Web, c'est un bien grand mot pour définir tout ce qui n'est pas tracé sur Internet, enfin tout ce qui n'est pas référencé.
Donc en gros, si vous regardez, un petit curieux que vous êtes, des vidéos sur c'est quoi le Deep Web, vous allez tomber sur environ 2500 vidéos qui ont exactement le contenu à l'identique, puisque de toute façon, les gens ne cherchent pas et ne font que se copier les uns les autres. Et donc du coup, vous verrez que, oh là là, il y a des sites où on peut engager des tueurs à gages, oh là là, il y a du trafic de drogue et d'armes, oh là là, il y a des red rooms, alors ça c'est le truc le plus fantasmé, hein. Donc les red rooms, c'est supposé être des, je sais pas, des gens qui enlèvent des personnes, qui les enferment dans des hangars, et en fait, il y a des votes à coup de bitcoin, puisque évidemment, on utilise une monnaie virtuelle. Et celui qui mise le plus, en fait, la sévie s'est appliquée à la personne. Je ne nie pas que potentiellement ça a eu existé ou ça existe, mais bon, je pense pas que le stream tourne H24 quoi. Ça pose des problèmes réels. Et ce qui fait peur, c'est justement, ce sera un moment du virtuel avec une monnaie virtuelle, on sait pas où c'est, on sait pas le tracer, on sait pas qui parle de réel. Et on peut pas l'accéder. Et c'est surtout, en fait, voilà, le côté deep web, c'est qu'on sait pas comment y aller quoi. Et du coup, c'est réservé à un petit groupe élitiste, on va dire. D'être issu d'un genre particulier. Et en fait, on nous explique bien sur toutes ces vidéos que voilà, il faut prendre un navigateur spécial, parce qu'il faut avoir un VPN, parce que instantanément, pour moi c'est une aberration informatique absolue, hein. Ça, tu vois, ça participe à la peur. Dès que tu vas sur un site du Deep Web, si tu n'as pas de VPN, boum, ton ordinateur il est planté parce qu'il y a 150 virus qui attaquent ton ordinateur direct, alors que tu n'as rien cliqué. Du coup, comment tu fais pour avoir un virus si t'as pas cliqué dessus? Enfin, tu vois, c'est une aberration absolue, quoi. C'est la légende. Et du coup, en fait, le Deep Web, bah, si vous réfléchissez 2 secondes, c'est ce qui n'est pas référencé. Donc, en gros, pour moi, ce qui représente 90% du Deep Web, c'est genre les boîtes mail. Parce que personne ne peut référencer. Enfin, personne. Tu ne peux pas accéder à un mail comme ça, voilà. Donc, le résultat d'une recherche informatique, en soi, qui n'existe tout ce qui est en cloud, mais genre, voilà, les gens en ligne, ce genre de choses, les serveurs qui tournent, je sais pas, les serveurs de World of Warcraft, par exemple. Les mails, les Google Drive, tout ça c'est du Deep Web en fait. Et d'un coup, ouais, c'est vachement effrayant quoi. Ouais, mais ça fait sur les fantasmes justement. Ouais. C'est une synthèse de tous les fantasmes. C'est une société secrète quoi, c'est ça le truc. On est encore sur effectivement les Templiers, les francs-maçons, les Illuminati, c'est la même chose quoi en fait. Et c'est ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, donc ça fait peur. On revient toujours sur le même truc. Et puis la peur d'une. Il y a 2 trucs en fait, il y a ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas manipuler. En fait, pour moi, ça ramène à Dieu aussi, aux créations des mythes et au fait que on a forcément, systématiquement besoin de quelque chose au-dessus de nous à qui se confier quand on est en détresse ou quand ce genre de choses. On s'invente des choses, genre, enfin, je sais pas. Je donne mon avis, c'est très subjectif, hein, mais voilà, la création des dieux, la création des mythes est le fil du destin, en quelque sorte. Il n'y a jamais que des instants de désespoir dans la vie qui créent ce genre de choses. Où on se dit, ah non, mais j'ai le mauvais œil, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le destin c'était écrit, tout ça, bon bref. Ça permet d'expliquer l'inexplicable. C'est ça. Et du coup, bah voilà, les sociétés secrètes, les Illuminati, tout ça, dominent le monde et on n'y peut rien. Et il faut juste avoir conscience que tout ceci existe, mais en même temps on peut rien y faire. Donc c'est comme Dieu quoi. Dieu il existe ou pas, c'est chouette, mais en même temps il n'y a aucune incidence à ça. Donc, bon. Et tu sais qu'une grosse recherche sur Google c'est comment rejoindre les Illuminati. Ah bon? Et alors le jeu Sad Satan? Oui, alors Sad Satan en fait, bah voilà, c'est un jeu qui parle des maux de notre société contemporaine, donc c'est un jeu qui parle de pédophilie. Donc en fait, ouais. Enfin, en fait, c'est une caméra subjective, on est dans un espèce de labyrinthe avec beaucoup de filtres noir et blanc et tout ce qui marche très bien quand on regarde un petit peu, qu'on a connaissance de l'esthétique creepypasta sur internet. On est toujours sur des noirs très saturés, enfin sur un niveau de noir et blanc comme si on filmait en 8 mm, mais encore plus saturé quoi. Donc il n'y a aucun gris quoi, c'est vraiment du niveau de noir et de blanc. On est sur des sons qui marchent à l'envers, avec des mélodies qui sont passées à l'envers. On est sur d'un coup des saturations de son très fortes pendant quelques secondes pour nous faire sursauter. En fait, je pense que toute cette communauté-là sait très bien comment faire accélérer le rythme cardiaque, comment créer du malaise, ce genre de choses. C'est presque de la torture. Hein. En soi, je pense que c'est des techniques qui ont été utilisées par les services secrets à une époque. C'est des trucs qu'on a dû faire à Guantanamo, enfin voilà quoi. C'est de la torture psychologique. Dans Secret Story, si tu as vu la vidéo qui buzz en ce moment, et qui est assez effrayante. Ni plus ni moins, c'est de la torture psychologique, sauf que bah, là en fait, nous on a le pouvoir d'appuyer sur le bouton et que ça s'arrête quoi. Mais ça joue aussi avec les vices de l'être humain, et ça participe à c'est quoi la peur. Putain, j'ai envie de comprendre quoi, j'ai envie de le voir. Ouais.
On aime beaucoup dire j'y étais, ou j'y ai participé. Et donc du coup, voilà, on s'inflige quelque chose en se disant mais de toute façon il y a une fin, c'est bon, moi je suis meilleur que mon voisin, donc je suis supérieur, donc je vais y arriver quoi. Parce que à travers le jeu, on est toujours dans la compétition, voilà, quoi qu'on en dise. Et donc du coup, là il n'y a pas de score, mais il y a au moins d'avoir fini le truc. Et donc voilà, bon, je me suis pas encore suffisamment renseigné sur cette Satan, mais il semblerait que ce soit un coup de pub fait par la chaîne YouTube. Il y avait tout un subreddit qui existe encore, qui a démonté un peu le truc. Et en fait, on sait qu'il y a une version soft qui a été, où toutes les images trash ont été enlevées, qui a tourné ensuite, puisque même PewDiePie l'a fait en 2016 sur sa chaîne. Donc c'est vraiment un jeu qui a buzzé par la suite. Mais voilà, le truc c'est que dans la première vidéo, il avait donné un lien pour télécharger le jeu qui ne marchait pas. Ah bah voilà. Et donc du coup voilà. Le mystère absolu quoi. Ben oui, les gens se disaient mais merde le jeu il existe mais d'un coup le lien il marche plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui c'est ça, voilà. Et donc c'est ça, mais il y a ce côté enquête aussi, je pense que coïncidence. Le thriller et le polar ça marche très bien aussi parce que voilà on joue sur et la peur et sur le besoin d'y être et de résoudre l'enquête, d'être meilleur que le détective en soi. Ouais. Ça utilise toutes les formules, mais en fait c'est des faiblesses de l'être humain quoi. C'est cette curiosité malsaine il faut comprendre, il faut la peur en fait quand j'essaie de la définir, souvent j'ai un exemple qui revient pas mal qui est la peur c'est du regret et en même temps on a toujours envie d'y retourner. À mon sens, quand vous voyez 3 ambulances sur le bord de la route avec une voiture qui est sur le toit et que vous voyez que les pompiers sont en train de s'affairer à quelque chose, les 3/4 des gens ont le réflexe de ralentir et de regarder. Au point de créer d'autres accidents. Et en fait, après ils rentrent chez eux. Et après ils rentrent chez eux, ils en ont vu 2 ou 3 et après ils font un PTSD terrible parce que genre ils ont un traumatisme absolu de tout ce qu'ils ont vu. Et du coup moi je sais que depuis l'enfance par exemple, quand je vois un accident, je tourne la tête, je ne regarde pas parce que je me dis mais c'est trop débile en fait, j'ai pas envie de le voir quoi. Je vais regretter cette image là. Mais ça définit hyper bien le truc de cette addiction qu'on a à la peur, c'est que en fait on va aller vers quelque chose qu'on va forcément regretter, mais en fait je sais pas, on a envie d'y retourner quoi. C'est les montagnes russes, pareil. Hein. Les montagnes russes, je pense que ce que ça provoque viscéralement, c'est pas le meilleur truc pour la santé et pourtant on y revient quoi, parce qu'on a envie de ce grand frisson quoi. Ah bah il y a quand même un shoot hein, dans la peur. Bah c'est ça, mais je pense que ça ramène à l'idée de mort. Hein. On se teste soi-même, c'est sa propre limite. Donc voilà, entre un truc, parfois j'avais lu l'expression pornographie de l'horreur hein, pour le fait de ralentir des accidents, avec une espèce de pulsion scopique où il faut voir, et un vertige en même temps. J'ai envie d'y aller mais j'ai peur de tomber quoi. Alors je crois que physiquement je m'étais renseigné. Ce qui se passe quand on a peur en fait, c'est qu'il y a on a des amygdales à ce niveau-là, je crois, derrière enfin c'est le cerveau animal en fait, le reptilien d'ailleurs, qui est vraiment à la base, qui en fait fait sécréter donc une hormone qui s'appelle l'adrénaline, et en fait ça met le corps en état de panique. À la base c'est un réflexe animal puisque on est supposé être en plein moyen de survie, enfin en pleine possession de ses moyens pour survivre. Donc du coup en fait les pores s'agrandissent, on se met à transpirer pour s'aérer, parce qu'on sait qu'on va se mettre à courir normalement, ou à faire un effort physique quoi. Les pupilles effectivement se dilatent, on a le rythme cardiaque qui accélère puisque de toute façon on doit se préparer à faire un effort. Et tout ça en fait ça renvoie effectivement à qui est chassé, qui est chasseur quoi. Sauf qu'aujourd'hui en fait c'est le même principe que les crises d'angoisse mine de rien, hein, voilà. Quand on se fait peur au cinéma ou devant sa console, et en fait le cerveau lui il capte pas, donc il fait le truc. Du coup ça fait une espèce de dissonance physique, puisqu'en fait on a des fausses informations qui sont envoyées par notre corps. Mais je pense qu'on décide de retourner à cette peur parce que justement, après on relativise, on rationalise le truc et on se dit bon, mon cerveau ça va, finalement je le maîtrise quoi. Voilà. Et vice versa. Et vice versa, oui. Et après c'est complètement con parce que moi par exemple ça m'est presque arrivé. Mon cerveau animal en fait il est stupide, je pense que j'ai le cerveau d'une biche. C'est-à-dire que... Alors là je t'avoue, non, mais je m'attendais pas. Non mais c'est-à-dire que à mon sens vous avez 2 réflexes, soit vous avez un instinct de survie fort, soit vous avez un instinct de survie débile d'un animal quoi. Moi je suis plutôt dans le côté débile. C'est-à-dire que moi je suis le genre de gars qui va regarder les phares s'approcher en fait. Ouais, je vais pas me mettre à courir, c'est ça. Je vais me dire ah c'est sympa cette lumière, c'est bizarre. Mais c'est la sidération en fait. Ouais.
tac. Ouais. Quand t'es pris dans les phares de la bagnole, tu vois bien que le petit lapin sur la route, il avance plus, quoi. Et si tu freines pas, C'est ça. c'est dommage. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont conditionnés à jumper sur le bord de la route en se disant merde, ça va me tuer. Ouais. Alors que moi, je suis plutôt dans un état de fascination morbide, je sais pas. Et finalement, ce qui vous fait le plus peur à tous les deux, ça va être, alors au niveau de la culture, hein, mais ça va être quelque chose qui va être de l'ordre du jeu vidéo, du film, du livre. Est-ce qu'il y a un support ou est-ce que ça dépend complètement? Bah, je vais laisser Jérémy s'exprimer un peu parce qu'on l'a peu entendu. Alors le film, c'est une question récurrente. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un film qui a vraiment suscité la peur? Peut-être que mon souvenir le plus probant de ça, ce serait Inland Empire, que j'avais vu au cinéma, donc film sorti en 2006. Déjà. Et donc, beaucoup de gens ont quitté la salle. Donc, c'était dans la plus grande salle de Paris, le plus grand écran. Donc, film en numérique avec une qualité d'image assez médiocre, Ouais, indécent. C'est tout à fait délibéré de la part du réalisateur. Et c'est un film de couloir, c'est un film de portail, c'est un film où les personnages errent d'une réalité à l'autre. Et où on est des fois pris dans ces couloirs, en fait, face à des manifestations étranges. Ah, mais c'est pas un spoiler parce que les gens qui n'ont pas vu le film ne comprendront pas. Mais ce personnage cellophane, Ouais. voilà, il est terrorisant, effectivement, quand tu le vois arriver. Avec une technique d'effets spéciaux assez rudimentaire, finalement, de projection, mais qui crée un effet qu'on n'oublie pas. Hein. C'est quand même une image de cinéma forte, surprenante, la façon dont c'est monté. C'est une apparition soudaine, lente aussi, ça se déploie, ça dure. Ça me fait plus peur que... C'est vraiment une image qui surprend et qui s'installe dans la durée. On l'amène en fait. C'est cette idée, c'est... Inland Empire est un film de Lynch, tu as oublié de le préciser. Lynch, il a beaucoup d'effets. Et dans Mulholland Drive, moi ma scène favorite, c'est la scène du cauchemar. Du Winkies. Du Winkies. Et en fait, c'est une scène qui conditionne pendant 7 minutes à ce qui nous attend. Et en fait, quand on voit le truc, on a quand même peur alors que tout était préparé pour qu'on n'ait pas peur. On nous a tout annoncé, c'est ça. Ça se passe comme prévu. Et c'est horrible. Et c'est considéré comme une scène par beaucoup particulièrement effrayante. Et c'est du picabou, hein. C'est vraiment en plus la base, quoi. On nous dit qu'il y a un monstre et le monstre est là, il apparaît. C'est vraiment... voilà, c'est plus inattendu dans Inland Empire. Parce que déjà le film est plus cryptique, on ne sait pas trop dans quel monde on est. Ah puis ça arrive aux 3/4 du film, le film est très long aussi. Hein. On est un peu, c'est un film, surtout si on le voit en cinéma, qui met un peu en transe. Et une fois qu'on est bien piégé d'une certaine façon, il va déclencher quelque chose. Donc c'est un effet qui est particulier. Sinon le cinéma, je trouve qu'il a un rapport quand même un peu limité à la peur. C'est un peu comme le rire, on en parlait tout à l'heure. Une fois qu'on a compris les mécaniques du rire, la tension qui se relâche. Alors moi pour le coup je suis pas du même avis que Jérémy. On est à une époque formidable où le cinéma a 100 ans, un peu plus. Et du coup on a des gens qui se sont posés des questions. Dans le jeu vidéo ça arrivait beaucoup plus vite. Mais on va parler de cinéma. Moi il y a des choses qui fonctionnent très bien sur moi, donc cette symétrie chez Kubrick qui fonctionne terriblement bien. Shining je l'ai vu 10 fois. Si je me le remets maintenant, pour vous dire à quel point Shining fonctionne très bien sur moi, le documentaire Room 237 m'a fait mal au ventre parce que il se rappelait, le film se rappelait à moi en fait. Voilà, même le documentaire a fonctionné. C'est un traumatisme chez moi. Film de couleur aussi d'ailleurs. Oui. Mais après, il y a tellement de techniques dans Shining, on pourrait faire une vidéo de 2 heures pour en parler. Parce que oui, il y a trop de choses. Je me tâte à passer sur des vidéos, franchement, d'analyse de ciné, puis je me dis c'est compliqué. Il y a tellement de choses dans Shining, tout est maîtrisé d'une main de maître, voilà quoi. Moi, les premières peurs que j'ai eues, alors voilà, il y a la peur involontaire. On a ça dans le jeu vidéo aussi. Par exemple, on sait très bien que dans certains vieux jeux Nintendo, il y a des choses qui nous ont terrorisés. Notamment dans la saga Zelda. Par exemple, Majora's Mask, la ligne fait hyper peur, quoi. Je pense qu'elle était là pour faire peur, mais pas pour traumatiser une génération. Mais on est sur la même problématique que Christopher Lloyd dans Roger Rabbit. Hein. Voilà, il est supposé être méchant, mais je pense pas qu'il est supposé faire chialer les gamins, quoi. Après, moi, il y a quoi qui a bien marché en termes de peur ?
J'ai des petits traumatismes. Je me suis acheté dernièrement, là, je me suis offert à moi-même le diptyque téléfilm Hit des années 80. Je suis pas coulrophobe, mais ça a bien fonctionné quand même. Hein. Avant, les clowns, ça me faisait rien. Et depuis, quand même, ces téléfilms, ça marche bien. Il y en a avant après. Ouais. C'était le même phénomène sur les dents de la mer, je crois. Enfin, avant, tout le monde se foutait des requins. Et Spielberg a réussi à instaurer une peur panique. Voilà. Qu'est-ce qui marche très bien dernièrement, sur les choses qui ont vraiment très bien marché sur moi, le cinéma de James Wan fonctionne très bien sur la série Conjuring. Moi, je suis toujours fasciné par ces effets de manche, qui sont somme toute classiques, mais alors je sais pas. Du coup, c'est peut-être parce que je les ai pas vus depuis le cinéma des années 70, même avant, qui me ressort des vieux trucs en hommage, et du coup, ça fonctionne terriblement bien parce que on s'est habitué dans le cinéma moderne à avoir de la s'enquête et à avoir des effets de montage rapides. Et en fait, James Wan, comme Kubrick, il va faire des plans très lents, avec des belles lumières sur des décors fixes, avec des zooms très ralentis vers un point d'intérêt. Il va faire des montées de cuivre. Ça, c'est une signature pour moi chez James Wan. Tu as toutes ces trompettes et ces tubas là qui jouent de façon dissonante et qui montent. Ce qu'a très bien repris, parce que tu me l'avais conseillé, donc je l'ai regardé, Hereditary. Ouais, qui a été. Alors j'ai lu les critiques cinéma et tout le monde dit oh là là, Polanski, ta gueule. Non, c'est James Wan, hein, pas de problème, les gars. Faudrait juste vous souvenir que depuis 60 ans on fait du cinéma, hein, et qu'il fallait pas s'arrêter à Polanski. En fait, il y a eu plein d'autres trucs après. Je pense que c'est la fin qui les a aiguillés vers Polanski. Oui. Voilà. Voilà, ça marche très bien. Et alors, le film qui a hyper bien fonctionné sur moi parce qu'il est théorisé, c'est Jusqu'en enfer de Sam Raimi. Donc je sais plus le titre original. Drag Me to Hell. Ouais, Drag Me to Hell, c'est ça. Qui a été fait après la trilogie Spider-Man. Sam Raimi est revenu à ses premiers amours, puisque au départ, voilà, c'est quand même un type qui avait fait la saga Evil Dead. Et du coup, on sent que le type s'est dit ok, moi les gens, mon public c'est des gens qui aiment les films d'horreur, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tous les effets et je vais tous les remanier. Et donc du coup systématiquement on est un peu sur ce truc de Inland Empire où on va t'annoncer que tu vas avoir peur. Et sauf qu'en fait au moment où tu dois avoir peur, il y a le coup du long et t'as pas peur. Et en fait le personnage se retourne et après t'as peur. Et en fait le film est réfléchi par rapport à tous les codes et en fait il les retarde ou il les anticipe. Et du coup, en fait, c'est un roller coaster absolu parce que tu sais, toi, avec tes codes, justement, tu vois, ça fonctionne très bien. Ce que tu disais, c'est comme le comique, le ressort, on l'a compris, et voilà. Et en fait, Drag Me to Hell, c'est vraiment genre, non, en fait, tu l'as compris. Mais moi, je l'ai mieux compris que toi parce que maintenant, je te. Ouais. Voilà. Tu t'attends et bim. C'est ça. D'ailleurs, c'est un film qui entremêle les deux registres. Hein. Il y a de l'humour et il y a de l'horreur. Ouais. Mais on est en tension, en tout cas. Mais on est en tension tout du long, par contre, sur ce film. C'est un film que je vous conseille si vous aimez vous faire peur de façon classique. C'est-à-dire sans avoir de la s'enquête partout, ce genre de truc. Vraiment, on est sur du film de peur, quoi. Je pense qu'il y a plein de moments où vous allez sursauter. Alors, c'est un film qui est pas angoissant, c'est un film qui est sur le sursaut. Hein. On est sur un train fantôme. Mais par contre, c'est typiquement le genre de film où à chaque fois qu'on sursaute, on se dit pas ah non, ça me fait chier, j'aime pas sursauter. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens, voilà, les jumpscares, ça les saoule. Ils disent toujours, ah, vas-y, c'est relou, voilà. En fait, dans ce film-là, on est vraiment sur du gag. Et donc du coup on sursaute, et 2 secondes après en fait on rigole de soi-même parce qu'on a sursauté. Parce que justement comme le film joue, en fait on est pris au piège, et du coup on se dit, bah bien eu, c'est vraiment de la farce quoi. Mais de la farce avec de la peur. C'est assez étonnant quoi. Voilà, ça avait super bien marché. Ouais, en plus le message du film je pense qu'il va beaucoup te plaire. Parce que c'est un gros truc politique derrière en plus. Mais on sent le retour du blog. Et sur les peurs après, le phénomène empathique, moi il fonctionne très bien. Blair Witch par exemple, ça avait très bien fonctionné. The Visit de Night Shyamalan a très bien fonctionné. En fait, dès que je suis en empathie avec le personnage, et encore plus quand il me propose du fun footage, on est. Enfin, moi je suis dedans quoi. Il y a un trou, je tombe. Tu vois, voilà quoi. Mais après, c'est parce que c'est ce que je cherche aussi. Quand il y a un film qui me provoque quelque chose, je suis là, cool, c'est pas arrivé depuis longtemps, tu vois. Parce que justement, à force de traficoter la peur, effectivement, voilà, on passe au-dessus, quoi. Et les livres, ça fonctionne pas pour vous ? Alors moi, je suis un mauvais lecteur, dans le sens où je mets des plombes à lire un seul ouvrage. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me suis retourné vers le Young Adult, parce que c'est très facile à lire. Du coup, je le lis vite. Et puis, il y a des très bonnes œuvres dans le Young Adult. Au début,
Enfin, il y a quelques années, je pense que le genre était un peu méprisé, mais on a des auteurs quand même remarquables qui font maintenant des choses cool, quoi. Mais voilà, je vais pas vers le King parce que justement, en fait, j'ai lu du King quand j'étais ado. Et en fait, je trouve il est très il perd du temps. C'est pas de la perte de temps, mais Tu vas plutôt aller vers les nouvelles. ouais, voilà. Par exemple, Cimetière. Moi, ça m'avait vraiment saoulé toutes les phases de description des personnages. Même si je capte, hein, c'est hyper nécessaire. En fait, c'est complètement con ce que je suis en train de vous dire parce que mon ouvrage préféré de tous les temps, c'est Notre-Dame de Paris. Et dans le genre, il y a description de 18 pages, on est pas mal. Mais en fait, il veut pas m'amener au même endroit. Victor Hugo, lui, il veut me décrire quelque chose que je peux aller constater de par moi-même. Stephen King, il veut m'amener dans de la fiction, et du coup, il me décrit des personnages comme s'ils existaient, ce qui est génial. Mais en même temps, je m'en fous, parce que c'est des personnages que je vais pas croiser. Voilà. Il y a un côté historique dans Notre-Dame de Paris qui me plaît aussi, architectural, et ainsi de suite, quoi. Donc du coup, le bouquin, ça marche pas très bien. Ça marche pas mal en BD, mais j'ai pas peur. Par contre, je fais partie des gens qui considèrent que, comme on est sur une œuvre plastique, on est nos limites, et qu'on peut se permettre de torturer et de faire du mal et de faire ce qu'on veut à tout type de public. Ce que je ne tolère pas du tout dans la réalité. Mais précisons-le bien. Ouais, tout à fait. Mais par contre, voir un Neroguro, qui est un genre manga que moi j'adore, c'est extrêmement misogyne en général, c'est voire même assez pédophile. Oui, pédocriminel. En plus, oui, ça correspond en plus. En fait, je vais me dire, ok, là on est face à un artiste qui expulse des démons intérieurs ou ce genre de choses. Et je sais pas, j'ai grandi en fait avec ce pattern de quand c'est pictural, on a le droit. Uniquement quand c'est pictural. Donc si je vois une peinture, ça me parle. Si je vois de la BD hyper violente, hyper sexuelle, ça me parle. Par contre, dans le cinéma, ça me parle moins, parce qu'on est plus sur un rapport au réel en fait. Ouais. Mais avec des bons acteurs. C'est ça. Il y a un prix qui a été payé par les gens à l'écran. Ouais, c'est ça. Mais des BD qui font peur, enfin ça t'est arrivé d'avoir peur? Parce que là, par exemple, sur la torture ou des choses comme ça, on va plutôt être dans le dégoût, le rejet, sur des Non, sentiments. ça me parle pas. Mais je crois pas avoir eu peur En fait, moi, je suis sur une BD. je suis sur un sentiment de fascination. Là, c'est de la fascination morbide. Je suis extrêmement fan de l'univers de Batman, et parce que Batman a les meilleurs super vilains qui existent. Ouais. Et du coup, là, dernièrement, je me suis fait offrir Le Deuil de la Famille, qui est un épisode où le Joker est complètement crado, quoi. En fait, il sort de sa cuve d'acide et son visage tient pas, et donc il a des agrafes et tout. Il est vraiment dégueulasse, quoi. Et c'est pour moi, j'ai vu la couverture, j'ai vu le truc, j'ai fait meilleur Joker, quoi. Mais parce qu'on est sur de la fascination de quelque chose de sale, quoi. Et du coup, voilà, mais dans le jeu vidéo, on va retrouver ça aussi. Voilà, j'aime les monstres depuis que je suis enfant. Et du coup, ce que j'aime, c'est les monstres. Et on va aller chercher de. Je te la conseille toujours, hein, cette BD. Ouais. Mais il faudrait que je m'y intéresse. Elle sera bientôt en bibliothèque. Hein. Si elle n'y est pas encore, c'est un gros carton. Ok. Mais voilà, dans le jeu vidéo, en fait, on a toute cette. Enfin, ça vient beaucoup du Japon, hein, parce que les jeux occidentaux n'avaient pas ce truc-là. Maintenant, ils l'ont évidemment. Toute cette branche qu'on va appeler le monster design et le chara design. Tous les jeux de rôle japonais avaient ça, donc on avait toujours des personnages extrêmement stylisés dans leurs vêtements et tout ça, et des monstres. On peut exprimer du monstre gentil comme du monstre méchant en 2 coups de crayon. Et du coup, dans le jeu d'horreur, en fait, moi j'ai une fascination pour le bestiaire, quoi. Mais de toute façon, dans ma bibliothèque, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui peut se remarquer. J'ai des bouquins de bestiaire, en fait, uniquement de bestiaire. Je connais pas l'univers. Par exemple, j'ai Donjons et Dragons, je connais très peu, mais j'ai un bouquin juste de bestiaire de Donjons et Dragons. Dans la saga de l'épouvanteur que je lis, avant même d'avoir fini le premier volume, je m'étais acheté le bestiaire des sorcières de l'épouvanteur. Juste parce que j'adore avoir des livres de monstres, quoi. Ça, c'est hyper intéressant en plus, parce qu'on voit que la peur, elle n'est pas forcément narrative, elle peut être encyclopédique. Ouais, tout à fait. Et parce qu'elle va, l'encyclopédie, là, donc le bestiaire va faire une espèce de métonymie, va faire signe vers l'ensemble du monde. Ouais. Et pour le coup, tu as une espèce de projection imaginaire plus vaste, en fait, que si tu joues ou que si tu lis quelque chose, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, pour lier cinéma et littérature, je suis pas un lecteur d'Harry Potter, j'ai seulement vu les films. Ma compagne est extrêmement fan d'Harry Potter, elle connaît l'univers sur le bout des doigts. Du coup, quand on regarde les films, on m'épose et on m'explique toutes les lacunes des films. Et par exemple, les Animaux Fantastiques, en fait, le premier, j'ai pas du tout compris l'intrigue de fond, parce que c'est un truc avec les aurores qui sont un groupe de sorciers, machin, blabla. Tu vois, là, ça se trouve, j'ai dit une connerie, parce que ça ne me parle pas du tout. On pourra pas te corriger. Mais par contre, tout le délire, enfin, j'avais l'impression de regarder un épisode de Doctor Who,
qui est une série que j'affectionne pas spécialement, mais j'aime beaucoup le personnage du docteur, quoi. Et c'est un espèce de gars très british, un peu gauche, qui se trimballe avec sa mallette, et qui va chercher des animaux fantastiques, et dans sa mallette, il peut descendre, et en fait, il y a une espèce de monde, c'est un sac sans fond, quoi. Et du coup, j'adore, ouais, c'est ça. Mais voilà, en fait, moi j'ai kiffé parce que, genre, il y a des créatures fantastiques. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un film bestiaire, en fait, ça me plaît. Voilà, c'est dans Max et Max. Bon, un de mes livres de chevet de gamin, c'est Max et les Max Monstres. Et les créatures de Sandak, elles sont cool, quoi. Et toi, c'est quoi qui te fait le plus peur? Si ça marche, hein. Ça marche pas toujours, parce que t'as parlé d'Inland Empire, mais les livres, ça marche pour toi? Ça marche pas tant que ça marche un peu, mais... Bah, mon premier amour de littérature, ça a été Edgar Poe. Ouais. Et sans pour autant qu'il me fasse vraiment peur. Ça m'a pris du temps de réaliser qu'en fait c'était un auteur qui jouait avec les codes, qui aimait bien rigoler. C'est pas un auteur du morbide tant qu'on le dit, c'est un auteur qui avait beaucoup d'humour et qui aimait beaucoup la parodie. Et il y a une dimension parodique y compris dans ses récits horrifiques. Pour ce qui me fait peur d'une façon générale et qui du coup peut apparaître en littérature, on n'est pas chez Poe, on n'est pas chez Lovecraft non plus, c'est autre chose qui se passe chez Lovecraft. On serait plutôt dans les petits dérangements, dans le fantastique à minima, en reprenant un peu des distinctions un peu freudiennes. Hein. C'est grosso modo ce qui est là et qui ne devrait pas être là, ou ce qui ne devrait pas être là et qui est là. C'est un peu ces effets de décalage à minima. L'inquiétante étrangeté. Vraiment, ouais. C'est vraiment ce genre de petits phénomènes qui peuvent surprendre dans la vie. Un reflet, par exemple, qu'on va prendre pour... Alors là, quand je sors de mon appart, il y a une espèce de porte vitrée pour accéder à l'escalier avant l'ascenseur. Et il y a des moments où, tous les matins, j'ai l'impression de voir le reflet de Raskar Kapak et je suis terrifiée. Voilà, c'est dit. Et, mais évidemment, il n'y a personne. Un jour, il y a une poubelle, enfin un sac poubelle qui est resté. Je te raconte pas le bond que j'ai fait en allant travailler. Voilà, c'est passé, mais... Et c'est un truc qui est que dans mon œil à un moment parce que je vois une ombre, en fait. Et comme j'ai eu peur de Raskar Kapak, alors le dessin animé, hein, pas la BD. Oui, mais c'est une pareidolie classique. Oui, ouais. Et c'est un truc, mais... Voilà. Et où j'ai déjà eu peur de mon reflet parce que je m'attendais pas à le voir ou des choses comme ça. Parce que je voyais un visage, pas parce que c'était le mien, peut-être parce que c'était le mien. Mais complètement ça, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse de mes frayeurs quotidiennes. Mais par exemple, après avoir revu un film que je connaissais bien, qui était le Ring de Nakata, je l'avais vu dans ma chambre, dans le noir. Bon, un film qui ne m'avait pas surpris en tant que tel. Sauf que quand j'éteins l'écran et que je me retrouve, enfin quand j'éteins le film et que je me retrouve avec la petite lumière de l'ordi, dans le reflet de l'écran, je vois un vêtement blanc que j'avais moi-même mis sur la porte derrière moi. Ouais, ça marche bien ça. Exceptionnellement, donc que je n'étais pas habitué à avoir dans mon champ de vision. J'éteins le film et cette forme blanche qui apparaît directement dans le reflet de l'écran derrière moi. Ce qui est typiquement le genre d'effet qu'on retrouve dans cet univers. Si, en littérature, il y a un bouquin qui m'a... Alors, c'est pas de la peur, mais c'est une fois encore de l'empathie. J'ai du mal, en fait, à être en empathie avec le format écrit. Tout simplement parce qu'en fait, ce qui fait que je suis un mauvais lecteur, c'est pas que je lis trop lentement, c'est que, en fait, j'ai dû trop grandir avec de l'image. Je me suis trop habitué à l'image qui bouge, ou au cadre, quoi. Et du coup, en fait, je suis quelqu'un qui est capable de passer 30 minutes sur une page, parce que je l'ai repris 8 fois, parce qu'à un moment, en fait, j'ai trouvé une bonne idée dans le bouquin, et mon cerveau est parti en mode ah, c'est pas mal cette idée, on pourrait l'exploiter comme ça. Et si j'en faisais une image, alors je mettrais telle lumière. Autre chose. Ouais, totalement. Mais plus dans le livre. Et en fait, je suis complètement... parce que le pouvoir effectivement des mots, c'est... Enfin, j'adore la littérature pour ça. Parce que ton cerveau fait exactement ce qu'il veut, et il s'imagine exactement comme tu veux. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on est déçu des adaptations, parce que c'est la vision du réalisateur contre ta propre vision. Et parfois avec la vision du producteur en plus. Oui. Mais voilà, donc du coup c'est pour ça que je lis de mal, quoi. Mais alors voilà, le bouquin qui fonctionne le plus sur moi, pareil, qui fait partie de mon top 5 de la littérature française, c'est le Horla en fait. Le Horla qui est un truc qui est absolument génial, qui marche super bien sur moi, parce que je suis en empathie totale avec le personnage de Maupassant. Et qui est un FF, qui est un fan footage. Ouais, qui est un fan footage, et qui en plus se passe genre, je sais pas c'est quoi, c'est 19ème. Et en fait, ça pourrait se passer en 2080 ou de nos jours, ce serait la même en fait. Ça ne vieillit pas, ce n'est pas daté dans le temps.
À part le côté chemise de nuit, carafe d'eau, Ouais, peau de et chambre, puis, mais sinon, voilà quoi. la bougie, quoi. Ouais. On réagit comme le personnage le ferait aussi. Ouais. On chercherait des solutions de la même façon, quelle que soit la technologie, Ouais. quelle que soit... Et c'est vraiment un coup de maître de Maupassant, ce truc-là. Parce que j'aime bien sa littérature, mais putain, celui-ci, je sais pas, bon, déjà il est en décalage un peu avec ce qu'on nous apprend de Maupassant. Mais en plus, ouais, et alors j'ai vu beaucoup de gens essayer de l'adapter. Moi-même, à l'époque où je faisais des courts-métrages, je voulais essayer de l'adapter. J'ai jamais trouvé de ficelle intéressante pour bien le faire. J'ai vu des gens qui l'ont adapté, dont un adolescent de 16 ans dans un concours de court-métrage que j'avais vu, qu'il avait très bien fait. Il avait fait le film tout seul en plus. Donc il y avait un double phénomène. C'est que moi qui connaissais bien le roman, je m'étais dit putain, le mec se fait chier à faire un truc tout seul sur un gars tout seul qui se fait posséder par un truc. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un double, tu vois, voilà. Si tu retrouves le lien, on le mettra en description. Ouais, je sais pas s'il est disponible sur internet, c'était vraiment un truc que j'avais vu, un festoche à Bordeaux, quoi. Mais voilà, et du coup, je lui avais dit, ouais, t'as 16 ans, quand même, enfin, t'as des trouvailles visuelles qui sont vraiment cool, surtout pour un film fait tout seul, il y avait quand même des effets techniques qui étaient chauds, quoi. Et je sais qu'il a dû être adapté en film, mais je sais pas. Pour le coup, là, on est sur de l'adaptation impossible, je trouve, sur le horreur, en fait, on n'arrive jamais. Dès qu'on nous met le personnage devant les yeux, alors ça ne fonctionne pas. C'est vraiment ce roman à la première personne, en fait, tu vois, qui fait qu'il n'y a pas moyen de le transposer, quoi. Ouais. Parce que d'un coup, c'est un acteur qui va jouer le personnage, et donc du coup, c'est pas moi. Et puis la voix off, c'est vite lourd Ouais. sur ces choses-là. Ouais. Donc voilà, franchement, ça fait partie des romans impossibles. Après, je sais pas, hein, tu vois, je pensais que 99 francs, quand je l'avais lu, ce serait inadaptable, et je trouve que Kounen a fait un super truc, donc bon. J'ai pas lu le livre. Le bouquin, en fait, t'as l'impression que c'est écrit... comment te dire? Je vais dire une connerie, mais moi, quand j'ai lu le bouquin, je me disais, ouais, c'est comme si je devais... c'est comme si le mec qui voulait faire un film, il avait décidé d'adapter, genre, je sais pas, un agenda, quoi. Tu vois, il n'y a pas de trame, en fait. C'est vraiment des idées jetées comme ça. Et du coup, quand j'ai vu le bouquin, qui n'était pas parfait par rapport au livre, je me suis dit, mais on revient de loin quand même, quoi. C'est assez balèze en termes d'adaptation. Et donc, je me dis, ça se trouve, un gars, un jour, va faire le hors-là et je serai complètement subjugué. Mais là, tout de suite, ça paraît pas évident, quoi. ouais, je pense qu'il faut quelqu'un, justement, avec un niveau de réflexion proche de celui de Kubrick, pour le coup, qui mettait hyper longtemps à faire des films parce qu'il cherchait vraiment toutes les ficelles narratives, les valeurs de plan et tout, pour que ça fonctionne. Et ça se voit, enfin, c'est efficace. Ça se voit, et on sait très bien qu'il a des frustrations. On sait par exemple que c'était quelqu'un qui était fasciné par le personnage de Napoléon, et que ça faisait plus de 20 ans qu'il essayait de travailler sur Napoléon, et qu'il n'arrivait pas à trouver le truc, quoi. Et on sait qu'il avait acheté le parfum aussi, de Sotkin, qui est pour moi un autre bouquin impossible à dater. Le film s'en sort avec les honneurs, mais on est très très loin de ce que peut provoquer le livre. Et je sais qu'il y a une série là qui vient d'être adaptée, inspirée d'eux. Ah ouais? Ouais, mais c'est ce que ça se passe à l'époque contemporaine. Mais c'est inspiré d'eux. Mais tu vois, pour le coup, je trouve qu'ils sont malins, parce qu'ils se sont dit, on va pas adapter le livre, on va faire un truc inspiré d'eux, mais comme ça, les gens ils pourront pas dire, vous avez mal adapté. Pas fou. Ce qui est malin. Ouais. Pas fou. Ah, c'est marrant. Je crois vraiment que les films fonctionnent plus pour moi au niveau de la peur que les bouquins. Ouais. Sauf un livre qui m'a vraiment terrifié, je t'en ai parlé il y a pas longtemps, Jérémy, qui était un recueil de nouvelles de fantômes de Roald Dahl. Ah ouais. Que j'avais trouvé dans une petite bibliothèque de quartier, petite. Il y a vraiment une période où je disais que de l'horreur, etc. Et c'est un des trucs qui a le plus marché. J'avais déjà lu des recueils de nouvelles, des recueils de contes, des choses comme ça, mais là j'étais hyper effrayée parce que j'ai pas compris en le lisant que c'était pas un roman. Et donc à chaque fois je pensais que les fantômes allaient réapparaître, ils réapparaissaient jamais, mais ils étaient quand même là pour moi. Et ça m'a fait une espèce d'angoisse. Ouais, mais t'es sur une surcouche que t'as... Ah ouais, voilà, que j'ai moi-même créé, quoi. C'est une soi-même, projection absolue. Alors c'était de belles histoires de fantômes, avec des dames blanches, etc. Enfin, on était dans un truc qui n'est pas tellement le registre habituel de Roald Dahl. Ouais. Mais, et donc peut-être pour ça aussi que je m'attendais à un truc, parce que je sais pas si c'est tombé à la période où je disais du Roald Dahl ou quoi, je sais pas. Je me souviens de l'avoir ramassé dans un rayonnage, et puis je me souviens de pas avoir dormi derrière, quoi. Et d'être terrifiée en me disant mais quand est-ce qu'ils reviennent ceux d'avant, etc. Et c'était en fait une mauvaise lecture, quoi, qui a créé une angoisse absolue. Mais c'est en fait... avec une existence autonome des personnages, quoi. C'est étonnant parce que justement se dire qu'ils peuvent sortir, tu vois, du bouquin. La littérature, en fait, en général, elle amène à une forme d'addiction et pas une forme de rejet. Et c'est étonnant, enfin, tu vois, justement, ton anecdote. J'en ai pas entendu des anecdotes comme ça, parce qu'en général, les gens disent, ah putain, mais
Je devais aller travailler le lendemain matin et j'ai posé mon livre et j'étais dégoûté parce que je voulais absolument savoir ce qui se passe. Même quand c'est un livre qui fait peur, t'as envie d'y aller quoi. Et c'est rare que les gens disent ouais j'ai posé le livre parce que ça me faisait un peu peur. Il y a une fascination pour les récits fantastiques. Ouais. Les fois où j'ai pu fermer un bouquin, c'était en lisant Primo Levi par exemple, des choses comme ça. Ouais, Sinon, où là je disais, c'est bon, Ouais, ça, ouais, c'est trop dur, il ça faut crée que je des- fasse une dès que je pause. fermais les yeux, j'avais des visions de cauchemars, mais Mm. on n'est pas dans la littérature de la peur, on est dans autre chose. Ouais, puis on est dans du réel. La littérature de la peur, la littérature fantastique, par contre, c'est vrai que c'est extrêmement accrocheur, ne serait-ce que parce que la finalité du récit fantastique, c'est de découvrir la fin. Et donc, Pour voir qu'il n'y en a pas, mais est-ce que tu attends. Après, c'est un autre niveau hein, en littérature, ça c'est très intéressant. Je parlais justement de la saga de l'épouvanteur, qui est donc la saga de Young Adult sur laquelle je suis le plus investi actuellement. Il y a quelque chose de très intéressant. Alors attends, je vais en sortir un bouquin, comme ça on va pouvoir le montrer sur la barre. En fait, il y a une accroche, tu sens que c'est que l'éditeur français, parce que je pense pas qu'en anglais ce soit le cas, il s'est dit vas-y, on va attirer les ados là. Il s'est bien démerdé. Alors normalement c'est... Voilà, c'est marqué sur tous les volumes. Donc ça c'est les volumes... c'est combien? C'est le 4. Il y a ce truc là, je sais pas si on voit bien. Ah oui mais on est en... Oui, enfin eux ils le verront parce qu'on est en flip là. Il y a marqué systématiquement attention, histoire à ne pas lire la nuit, 3 petits points. Sur tous les volumes. Attends, on monte le devant. Tac, c'est ça. Ça fait la mise au point. Le combat de l'épouvanteur, Ouais, ça, c'est volume Joseph 4. Delaney, Bayard Jeunesse. Il y a 13 volumes. Qui c'est qui a traduit? Parce que j'essaie de jamais oublier les noms des traducteurs. Tac. Donc en plus, il est vivant. C'est sorti en 2007. Ouais, c'est tout récent. Ouais, ça a 10 ans. Bah, il a fini sa saga il y a 2 ans je crois en fait, 2 ou 3 ans. Il y a 13 volumes. T'as Et lu en toute fait, la il est en- saga? Je vois pas le nom du traducteur. Est-ce que c'est... Tac. Peut-être à la fin. Ouais, Ou la peut-être. traductrice. Mais je trouve ça sympa de donner les noms. Bah ouais. Bon, faut que je les trouve parce que là... Surtout ça qu'on sait que commence sur de la littérature ado et jeunesse, la trad elle fait beaucoup quoi. Je sais que par exemple Jean-François Ménard sur Harry Potter, c'est un truc de fou au niveau de la trad quoi. Ça doit être marqué sur le site. Ouais. Et donc ça raconte des histoires de sorcières. Alors ça raconte l'histoire d'un 7ème fils de 7ème fils qui vient se faire chercher, c'est de l'heroic fantasy hein, qui vient se faire chercher par un gonze pour devenir épouvanteur. Et en fait, pour ceux qui connaissent la saga Le Sorceleur, Ouais. du coup donc The Witcher qui est adapté en jeu vidéo. Tu reviens Ouais, attends, je vais juste sur le côté. Mais je dirais pas le nom de l'auteur de The Witcher parce que c'est un... Il est quoi, autrichien? Je sais plus. Enfin, il a un nom impossible. D'accord. Qui fait mais, peur à prononcer. Ouais. Mais voilà, c'est à peu près le même truc, c'est qu'en fait, c'est des chasseurs d'entités fantastiques. L'épouvanteur est vachement axé sur les sorcières. Mais par exemple, dans le second volume, on est sur un espèce de truc qui s'appelle le fléau, qui est un peu indescriptible. Le second volume est génial parce qu'en fait, je vais en parler très très brièvement. Le premier, on est sur la présentation des personnages, donc du coup, c'est un voyage initiatique, hein. On est sur de l'héroïque fantasy pure. Alors, c'est le héros qui se recherche, qui a jamais demandé à être là et qui va devenir quelqu'un d'hyper important. Il est dans un parcours d'initiation avec un vieux épouvanteur qui lui apprend les ficelles. Du coup, le premier, il y a déjà un rapport avec les sorcières vite fait. Et bon, ça se termine plus ou moins que de poisson. Le deuxième, en fait, d'un coup, je sais pas, de l'année, il s'est dit bon, c'est bon, peut-être que j'ai chopé mon public, donc je vais y aller cash. Et en fait, on est dans une cité médiévale proche de l'Allemagne, je dirais. C'est gothique à mort, c'est hyper sombre. Il y a l'Inquisition qui fait brûler 50 personnes pendant le roman. On sent qu'il y a des secrets au niveau du maître. Et en même temps, sous la ville est scellée une créature qui s'appelle le Fléau. Et donc, du coup, notre Thomas Ward, notre cher personnage principal apprenti, a donc la fougue de la jeunesse et fait de la merde. Et donc, du coup, libère le truc. Et, voilà. Et après, le troisième, on repart sur les sorcières, ainsi de suite. Mais voilà, en fait, ça raconte des. En gros, c'est des marginaux parias qui sont nécessaires à la société parce que eux seuls sont capables de combattre des maux. Justement parce que voilà. Machino est pareil. Et c'est exactement comme The Witcher en fait, où on appelle The Witcher parce qu'il y a un fantôme dans le puits et on est tous contents qu'il arrive, mais quand il arrive, on ferme tous les volets parce qu'on peut pas le voir. Quoi. C'est vraiment ce truc-là. Sauf que The Witcher c'est très adulte et l'épouvanteur c'est du 10. 10-12, tu Ouais, non, 10-15. 10-15. Ouais, il y a des trucs qui fonctionnent bien, C'est quand franchement. même des gros volumes. Le hein. deuxième, ouais, et puis le deuxième truc, moi l'Inquisition, j'étais là, putain, pour un deuxième volume, il y va bien quoi. Enfin, il mâche pas ses mots, tu vois. Donc voilà, je trouve qu'il y a une ambiance vraiment en fin de
fin de Le Nom de la Rose, tu vois, où t'as vraiment cette angoisse un peu là de Guillaume de Baskerville. Non, c'est pas Guillaume de Baskerville, justement, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, l'inquisiteur. Enfin bon, bref, le gars qui arrive et qui veut brûler tout le monde, qui est dans son délire. À un côté, il y a des meurtres et tout. T'es un peu. Tu perds pied, quoi, tu vois. Bref. Et donc, je sais plus pourquoi je parlais de l'épouvanteur, mais si, il y avait un truc par rapport à. Les livres qui font peur. Ouais, c'est ça, la petite accroche derrière. Et donc, du coup, des fois, c'est un attrape-nigo. Alors, le truc que tout le monde est habitué à voir maintenant, c'est sur les affiches. Par les producteurs de Shining. On n'a jamais eu aussi peur depuis Blair Witch. Enfin, ça, c'est vraiment les trucs. Voilà. Et des fois, ça prend même le pas sur le titre du film. Alors, ça, c'était sur une comédie. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Regardez l'affiche de O Brother des frères Cohen. En fait, vous ne savez pas si le film s'appelle O Brother parce que c'est marqué en plus petit que une comédie irrésistible, marqué en énorme sur l'affiche. Donc l'accroche a plus de valeur que le film, enfin le titre du film, quoi. Et donc voilà, ouais, la peur, en fait, souvent ça va être quelque chose qui va amener les gens à y aller aussi. Tu vas sortir une scène de film en disant ouais, il y a une scène, elle m'a fait peur. Genre dans, je sais pas, un truc qui a rien à voir. Dans Fast and Furious, il y a une scène qui m'a fait peur. Tu vois, dans Fast and Furious, tu vois, le truc qui a rien à voir, quoi. Mais il va y avoir toujours un petit moment où les gens vont y aller parce que il y a une scène qui est sympa. Donc ouais, c'est aussi, j'y reviens, on a besoin de se faire peur en fait. Hein. On a besoin de se tester, on a besoin de se provoquer des sensations et du coup ça peut être un gros attrape-nigo quand t'as marqué moins de 12 ou moins de 16 sur un truc, des fois t'achètes un peu aveuglément où tu regardes en te disant si c'est moins de 16 c'est que ça doit être costaud quand même. Voilà. Et des fois non. Ouais, ça peut être pour des gros mots ou d'autres choses. Absolument. Ben, voilà, hein, tu regardes South Park, ça fait jamais peur, c'est moins de 16 logiquement. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, si toi t'as déjà plongé dans un truc un peu parce qu'il y avait, cet apport fantastico-horrifique. Le fait que ça appartienne au genre horrifique, oui. D'ailleurs, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure hein, sur ce qui se passe au cinéma. Là, ça fait 4-5 ans à peu près qu'on a des tentatives de proposer quelque chose d'un peu inédit par des voies un peu différentes. Hein. Toute cette vague de films américains notamment. Ouais, on parlait de Hereditary, mais par exemple. L'année dernière, il y a eu Get Out qui était excellent. Get Out, chaque année, on a au moins un film qui retient l'attention parce qu'il apporte un truc. It Follows avant. Ouais. Des choses comme It Follows aussi. Et alors, ce qui est très intéressant, on en parlait dernièrement, je me permets de te couper, c'est que Hereditary et Get Out sont très intelligents dans leur distribution, puisqu'il y a des critiques de Télérama et des cahiers du cinéma sur ces films-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la distribution, ils sont classés thriller, drame. Ils ne sont pas classés horreur. Ouais. Du coup, les critiques, ils vont la fleur au fusil en se disant « Ah, c'est bon, on va avoir un film bien ». Et puis après, ils fustigent le truc en disant « Oui, c'est de l'horreur, c'est de la merde ». Bon, bref, le discours habituel, hein, mais... Parce que l'horreur reste classée en sous-genre. Bien sûr. Ouais. Enfin, l'horreur et pas le thriller. Alors que franchement, il y a pas mal de moments où on a du mal à les distinguer. Hein. Ah bah Seven, pour moi, c'est un pur film d'horreur, en vrai. Hein. Ouais. C'est au niveau des choix graphiques qu'ils proposent. Voilà, moi, par exemple, ma compagne n'a toujours pas vu Seven parce qu'elle sait très bien qu'elle va pas y réchapper, quoi. Alors que elle s'est infligé des trucs pire que ça, mais je sais pas, il y a des trucs, des fois... en fait, on retourne sur le tout début de la conversation. Sur, il y a mon boulot, c'est cool. Il y a le cousin d'un pote du lycée d'à côté qui m'a raconté que Seven, en fait, le truc, c'est qu'elle veut pas le voir parce que tout le monde lui a dit il y a ça, il y a un mec, au bout d'un moment, il a plus de langue et tout, machin, blablabla. Enfin bref, au bout d'un moment, tu te refais le film et tu vas tellement plus loin. De façon bien pire que ce que propose le film. Oui. Et ça, c'est ce que j'appelle le Texas Chainsaw Effect. Oui. Ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse savent de quoi je parle. Moi aujourd'hui, mais il y a quelques années, la génération de ma mère en tout cas, chaque fois qu'on parlait de cinéma gore, elle me disait ouais, Massacre à la tronçonneuse, machin. Ma mère aussi. Et en fait, tous ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse savent qu'il y a précisément une seule goutte de sang dans le film, qui est une goutte de sang qui est genre une aiguille plantée dans un doigt. Voilà. Juste pour troller. Oui, et tout le reste du film en fait n'est que de la manipulation de cadres hors champ. Et en fait, c'est un film qui est terrorisant parce qu'il ne montre rien. Et comme Psychose. Hein. Ouais. Tu as vraiment l'impression de voir le ventre s'ouvrir ou des choses comme ça alors qu'il n'y a rien de montré. Ouais. Le sang s'est coulé. Et du coup... Tu regardes le sang, mais finalement tu as plus de sang dans Psychose que dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Et du coup, voilà, c'est ce que j'appelle le Texas Chainsaw Effect. C'est... Déborah ne verra certainement jamais Seven parce que le film est beaucoup trop violent dans sa tête. Plus qu'il ne l'est en réalité. Voilà. On en reste là. On refera ça une autre fois. Ouais.
J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.